jeune démocratie. L'essentiel, c'est de saisir la Cour suprême de justice au cas où. Pour le cas d'espèce, je crois qu'il faudrait que j'explique d'abord la procédure telle que consacrée aujourd'hui par le règlement intérieur concernant une motion de censure. Lorsque un député, un individu, se dit, tiens, il faut que ce gouvernement tombe parce qu'il y a plusieurs griefs à sa charge, le député est obligé, il est bien contraint de contacter d'autres parce qu'il faut 125 signatures. À la deuxième signature, ce n'est plus une démarche individuelle, elle devient collective. 2 députés, 3 députés, 20 députés, 50 députés, jusqu'à 125 députés. Donc, il n'y a pas un propriétaire de la motion de censure. C'est une démarche collective où il y a des copropriétaires, entre guillemets. Et donc, à l'aune de ce qui s'était passé entre 2006 et 2011, les députés qui se disent qu'ils peuvent déposer une demande de motion de censure, ils doivent organiser une plénière à un certain moment. Tout ne doit pas être écrit dans un règlement intérieur. C'est des principes clairs. Puisque vous êtes copropriétaire, vous devez vous dire, il y a un texte de motion de censure, 15 griefs contre le gouvernement, nous sommes 125, 138, sommes-nous d'accord avec les griefs? Ok, nous sommes d'accord. Nous avons tous signé. Ensuite, vous désignez un porte-parole ou des porte-paroles. C'est ça la pratique parlementaire. Pour aller déposer la motion. Si ces principes simples, ces ABC, étaient respectés, il n'y aurait aucun problème. Dès que vous déposez la motion, la suite de la procédure, le bureau, selon le droit positif congolais, c'est-à-dire le règlement intérieur congolais, l'Assemblée nationale, le bureau n'a le pouvoir que de constater le dépôt d'une motion de censure avec 125, 137, 138 signatures. Et le bureau a tout juste 48 heures. Après 48 heures, le bureau doit, est dans l'obligation de présenter la motion, parce que c'est un acte politique grave, de présenter la motion à la plénière. La plénière alors, en plénière alors, on commence par la vérification de conformité, les signatures, la confirmation. On l'a fait en 2008 ou 2009. Après cette étape, le porte-parole ou l'initiateur, entre guillemets, présente les griefs et puis la procédure se poursuit jusqu'au vote. C'est ça la procédure que le bureau a respectée scrupuleusement. Et je ferai toujours un effort avec mes collègues du bureau pour qu'il en soit ainsi, pour toute autre démarche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez saisi la procédure. Il y a un initiateur, un collègue, juriste comme moi, que j'apprécie bien. Il récolte les signatures. Arrivé à 92 signatures, pour des raisons propres à lui, je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là, il déclare qu'il suspendait, qu'il avait décidé de suspendre les signatures, la suite de la procédure, parce qu'il n'avait pas atteint 125 et parce qu'il y avait des retraits. Ce sont les faits, la vérité des faits. Alors, il décide, seul, sans consulter les copropriétaires de l'affaire, c'est-à-dire les 97 autres, ou tout au moins la plupart, parce qu'il y en avait aussi de la majorité qui avait signé. 2 ou 3 jours après la suspension, il décide de reprendre la procédure, sans consulter les copropriétaires. Il en arrive à 138. Mais déjà, à partir de la suspension de la signature, c'était, je crois, plusieurs jours avant le dépôt, plus de 10 jours, je reçois des lettres de désistement. En tout cas, pour bon nombre des désistements que j'ai reçus,
Je posais la question aux députés, ils se sentaient désabusés. Ils se sentaient dribblés, pour certains. J'utilise leurs propres termes. D'autres ont saisi directement le concerné. Pour lui dire, voilà, moi je retire parce que, etc. Je n'entre pas dans ces détails-là. À mon niveau, je reçois plusieurs lettres, effectivement, avec copie pour information concernée au collègue Mayo. Et je me retrouve devant une situation où il a déposé une motion avec 138 signatures. Je me rends compte qu'il n'y a pas eu une plénière. Ce n'est pas à moi d'organiser leur plénière. D'ailleurs, ce n'est pas écrit mot à mot, mais c'est une évidence quand on est ensemble. Et j'ai devant moi 41 retraits. Et je me dis, que faire? Le pouvoir de l'Assemblée nationale, du bureau, de par le règlement intérieur, c'est que dès que c'est déposé, il y a une présomption de bonne foi, on transmet le texte en plénière. Je me suis refusé de pouvoir gérer l'affaire en amont, c'est-à-dire déclarer par un communiqué, dépôt d'une motion, 138 signatures, le président de l'Assemblée a reçu 41 retraits, donc on n'a pas atteint le nombre de 125, il n'y aura pas plénière. Je me suis refusé, heureusement, parce qu'en commençant par vous, et de bonne foi, l'opinion publique allait croire que c'est le bureau qui était en train de violenter, d'étouffer la motion. J'ai présenté la motion en plénière, sans compter avec la liberté de parole des députés, qui se sont exprimés librement, et voilà, c'est ça la réalité d'une assemblée. Le malaise qui persiste est dans les sous-entendus. Oui. Il est reproché effectivement aux députés aujourd'hui d'en vouloir un gouvernement en place à cause des émoluments. Voilà le premier malaise, en disant le député que nous avons élu utilise leur pouvoir, le pouvoir qu'on leur a donné, pour pouvoir régler leurs propres comptes au gouvernement pour des questions des émoluments. Ce sont des questions très graves, parce que c'est le niveau le plus élevé de l'État. Gouvernement, Assemblée nationale, on ne joue pas à ce niveau-là, avec des mots, avec des expressions. Vous avez entendu parler de cette question-là, les émoluments. Qu'en est-il exactement? Et je crois que les collègues vont me compléter. Oui, merci beaucoup. Lorsque j'étais magistrat, l'une des premières leçons que j'avais apprises, c'était vous avez beaucoup de pouvoir comme magistrat de parquet. Vous pouvez toujours signer un mandat d'arrêt provisoire et pouf, une heure après, monsieur se retrouve à Makala, en prison. Mais utilisez votre pouvoir avec responsabilité. Parce que c'est un pouvoir qui s'exerce sur les hommes. Et c'est une leçon que j'ai retenue dans toutes mes carrières d'après. Et je le répète toujours aux collègues députés. Nous avons beaucoup de pouvoir. Utilisons ce pouvoir avec beaucoup de responsabilité. En l'espèce, je crois qu'on a aussi exagéré les choses. Il n'y a pas malaise majeur. La motion de censure, c'était une toute autre démarche d'un député de l'opposition, l'honorable Mayo. Le problème que vous avez entendu entre députés et gouvernement, c'est quoi? C'est un problème d'exécution du budget. Les députés ont réclamé l'exécution du budget, des rémunérations, notamment en ce qui concerne leur propre rémunération, eux les députés, mais pour d'autres aussi. Le gouvernement a estimé que compte tenu de la difficulté des mobilisations des recettes, il n'était pas à même d'exécuter le budget tel qu'adopté. D'ailleurs, les termes de ces budgets, pour la plupart, c'est ce qui était venu du gouvernement, qu'on n'avait fait qu'approuver à l'Assemblée nationale. Et donc, on en était là. Nous attendons le collectif budgétaire prochainement pour équilibrer les choses compte tenu de la réalité de la trésorerie publique. C'est là le problème, mais ça a été extrapolé et il n'y a aucun lien, à mon avis, entre la motion de censure et les émoluments des députés. Oui, Monsieur le Président. Merci, Willy. Alors, est-ce que le prestige de l'Assemblée nationale, à vos yeux, n'a pas été entamé, au fait, face à cette versatilité, à cette inconstance qu'a affiché une bonne partie des députés dans la salle? Je sais qu'il vous serait peut-être difficile de prendre cette question de la mesure où la plupart de ceux qui se sont dédits sont de votre
de votre classe politique. Vous êtes de la même classe politique avec eux. Est-ce que cette inconstance n'a pas terni l'image de l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, une Assemblée nationale, c'est différent d'autres institutions de la République. C'est différent d'autres institutions, même délibérantes. Une Assemblée nationale, c'est le creuset, c'est les réceptacles de ceux qui sortent directement des entrailles du souverain primaire, le peuple. Et une Assemblée nationale partout au monde a une certaine tonalité qui est différente d'autres tonalités. Et donc, je crois que ça ne peut pas du tout gêner. Ceux qui ont retiré leur signature, il n'y a pas que des députés de la majorité. Il y en a aussi de l'opposition. Mais il faudrait aussi ajouter ceci. Je vous ai relaté la procédure et les faits tels qu'ils se sont passés. Je crois que le problème, c'est au niveau de la façon dont ce dossier a été géré par l'initiateur, entre guillemets. Le problème, c'est à ce niveau-là. Et je comprends, parce que moi, il y a présomption de bonne foi, je comprends, nous sommes une jeune démocratie. C'est l'une des premières motions de censure de la République. On n'en a pas encore fait 5 dans cette République. Et donc, on peut connaître des erreurs de parcours, jusqu'à entamer la crédibilité de ceux qui sont sortis des entrailles du souverain primaire. Nous n'en sommes pas encore là. Mais il ne faudrait pas comparer l'Assemblée nationale à une cellule d'experts. L'Assemblée nationale, c'est des élus sortis directement du peuple et ils agissent comme tels. Faites du droit comparé, vous verrez que c'est pareil aussi ailleurs. Oui, toujours au cours de ces plénières, Monsieur le Président, il vous a été accusé d'avoir affiché une certaine partialité en fait, dans votre comportement, dans ce sens que vous avez laissé passer, vous avez laissé huer ou conspirer certaines personnalités, sans que vous n'interveniez. Bon, je crois que le plus simple à faire, c'est de reprendre le film de cette séance plénière et de lire mon comportement. S'il est un moment au cours de cette plénière où j'ai utilisé mon marteau plus de 10 fois, c'est en ce moment-là. S'il est un moment où je suis sorti de ma mimique habituelle, c'est à ce moment-là, quand je commence à demander aux amis de l'opposition de « non, calmez-vous s'il vous plaît ». S'il est un moment où j'ai dépêché un membre du bureau, en l'occurrence le rapporteur adjoint, pour aller directement dire à ses collègues de pouvoir cesser pareil comportement, c'est en ce moment-là. Alors le reste, moi je crois que c'est tout juste des commentaires et je comprends. Et je voudrais conclure aussi. Comment ai-je accordé la parole puisqu'il s'agit de l'honorable Bochab. Comment lui ai-je accordé la parole? Il a sollicité la parole. Il a sollicité la parole 10 minutes ou 15 minutes avant. À un certain moment, alors que j'avais déjà retenu les intervenants. Par la suite, il a insisté et je me suis rendu compte qu'il fallait que je lui accorde la parole en dernier lieu. Pourquoi? Généralement, les présidents des groupes parlementaires, les chefs des partis politiques, il est secrétaire général du PPRD, lorsqu'ils sollicitent la parole en plénière, au moment d'un débat politique, je leur accorde la parole en dernier. Parce que, comme disent certains membres de votre famille politique, que ce n'était pas opportun de faire partir le gouvernement en ce moment-là pour ne pas rajouter à la guerre à l'Est, que vous avez tout fait pour que cette motion tombe. Non, merci beaucoup de la question. Non, vous savez, la meilleure façon d'éviter des dérapages, c'est de respecter scrupuleusement le règlement intérieur. C'est de respecter la loi partout où nous sommes. En l'espèce, dès que une motion est déposée, le bureau présente la motion en plénière face au gouvernement. Parce qu'il y a une présomption de bonne foi, de véracité des signatures.
Parce que s'il n'y avait pas de problème, après, le débat allait commencer. Le débat allait commencer par l'honorable Mayo, les interventions, le gouvernement répond, et puis nous passons au vote. Et donc, il fallait, conformément au règlement intérieur, que le gouvernement soit sur place. Il faut éviter tout sentiment, il faut rester vraiment froid lorsqu'il est question d'appliquer les règlements intérieurs, surtout devant des questions majeures telles qu'une motion de censure. C'est ce que nous avons fait, et donc, ce n'était pas question d'opportunité ou pas, c'était une question de respect de la règle. Deuxièmement, par rapport au contenu même de la motion de censure. Bon, par rapport au contenu de la motion de censure, en tant que président de l'Assemblée nationale, je fais respecter la procédure, tout simplement. Si vous me posez la question, aujourd'hui je suis en train de m'exprimer en tant que président de l'Assemblée nationale. Voilà. Mais si vous voulez que je fasse un petit commentaire. Nous allons passer à la deuxième partie. Non, mais je peux répondre. Hein. Pourtant, vous avez double casquette, monsieur le Président. Voilà, on ne sait pas vous séparer de cette deuxième casquette. En tant que président de l'Assemblée nationale, quand il y a une motion déposée, je fais respecter la procédure de bout en bout. En tant que secrétaire général de la majorité, donc député membre de la majorité présidentielle, on ne doit pas compter sur moi pour une quelconque stratégie contre la majorité présidentielle. C'est clair et net. Et puis, en tant que secrétaire général de la majorité, moi je crois que, je peux le dire aussi, je crois que le gouvernement actuel a des aspects positifs qu'il faut mettre à l'avant. Ce qui est négatif, il faut essayer de le corriger, nous de la majorité, parce que nous avons fait un pas avec ce gouvernement. Monsieur le Président, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous venons de clôturer là le chapitre lié à votre gestion en tant que président de l'Assemblée nationale, mais vous êtes aussi secrétaire général de la majorité. Vous l'avez vous-même, vous avez passé la passe. Mais avant que les amis nous posent des questions, je voudrais peut-être que les questions des personnes. Là, on a cité l'honorable Évariste Bochab, on a cité aussi le Premier ministre Matata. C'est tous les trois dans un même parti. Mais la perception d'une certaine opinion voudrait que vous soyez dans un triangle d'adversité. Vous nous entendrez peut-être pas ensemble avec le secrétaire général de votre parti. Quels sont vos rapports finalement avec le Premier ministre Matata, avec l'honorable Bochab? Répondez-nous quand même un peu plus que de la politesse, simplement. Vraiment aller un peu au fond de la question. Elle n'est pas anodine cette question. Parce que les questions des personnes sont aussi importantes. Bon, la réponse non plus ne sera pas anodine. Oui. Lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, lorsqu'on est Premier ministre, lorsqu'on est secrétaire général du parti qualifié présidentiel, oui, il est clair qu'il y a d'abord des relations purement structurelles. Des relations structurelles d'abord. En tant que président de l'Assemblée nationale, quelles que soient les affinités que je puisse avoir avec le Premier ministre, en cas de contrôle parlementaire, c'est moi le contrôleur. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle. Et donc là, c'est structurel. Il peut arriver un jour où le gouvernement est sanctionné. Le gouvernement, parce que nous avons le pouvoir de sanctionner le gouvernement. Ça ne va pas changer les affinités entre la personne Aubin Minakou et la personne Augustin Matata. Il en est de même avec le secrétaire général du PPRD. Lorsque je vais au siège du PPRD... Il est votre chef. Il est secrétaire général. Mais du PPRD, oui, lorsque je rentre au siège de la majorité présidentielle et que je convoque une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle, il participe à la réunion. Et là, c'est moi qui préside. Mais ça ne change pas les relations, les affinités que nous pouvons avoir entre nous. Je crois que c'est compris. D'accord, c'est clair. Et nous allons passer à la partie de la concertation. Nous reviendrons à Sonia Mgalou tout à l'heure, qu'elle mûrit sa question, elle aura la parole tout à l'heure. Mais Bruno Mbolisson, pour les concertations. Willy, avant d'entamer les concertations, j'ai deux petites préoccupations. D'abord, je voudrais enchaîner là où Willy s'est arrêté. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'arbitre entre la majorité parlementaire et l'opposition. Il est le grand rabbin ou le grand prêtre de ces temples de la démocratie, mais il est en même temps secrétaire général de la majorité présidentielle. Laquelle des deux fonctions générait l'autre?
Bon, d'abord, j'aimerais dire que le temple de la démocratie, il n'y a pas de grands rabbins ou des grands prêtres au temple de la démocratie. C'est symbolique. Nous sommes dans un temple. Bon, il y a des pères, il y a des pères qui sont élus par le peuple. C'est un peu cette logique-là. Oui. Bon, non, ça va de pair. C'est des fonctions que j'essaie de conjuguer avec harmonie, parce qu'il faut être discipliné dans la vie en toute chose. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale. Ma famille politique, par le biais de l'autorité morale, m'accorde encore la charge de secrétaire général de la majorité. J'ai le devoir d'assumer, de conjuguer ces deux prérogatives. Et j'essaie de le faire le mieux possible. Il n'y a pas encore d'incompatibilité. Non, il n'y a pas d'incompatibilité sur le plan formel, ni sur le plan de la réalité des choses au quotidien. 2 mois après la fin de sa navette au niveau du Parlement, la loi sur la CENI révisée n'est toujours pas promulguée et elle est encore dans les tiroirs du président de la République. Qu'est-ce que vous redoutez finalement? Que les élections soient renvoyées au calendrier grec et remplacées par les concertations dont vous avez aujourd'hui la latitude de nous expliquer le contenu, ou bien vous redoutez une possibilité de renvoi de cette loi au Parlement pour une autre lecture? Non, il y avait... Surtout après la levée des boucliers des chefs de confession religieuse. Bon, lever des boucliers, ils ont ce droit-là. Nous avions évalué le processus électoral au niveau de l'Assemblée nationale. La conséquence, il y a eu une loi qui a été adoptée. J'espère que lors de la diffusion de cette émission, on aura peut-être la loi déjà promulguée ou quelques jours après. Nous attendons. Et dès que c'est fait, dans les 45 jours, l'Assemblée nationale va installer la nouvelle équipe dirigeante de la CENI, puisque la méthodologie de travail pour son installation a déjà été adoptée. Je vais peut-être vous compléter, parce qu'il a posé la question. Sur les concertations. Sur les concertations, oui. Vous êtes quand même un acteur principal de ces concertations. Ça a même au début commencé par un clash. Bon, nous n'y revient pas, vous venez de clarifier les choses. Alors, les concertations auront-elles lieu? Qu'est-ce qui aura lieu en réalité? Merci. L'acteur principal des concertations, c'est le président de la République. Puisque les concertations, ce n'est qu'une réunion que le président de la République va convoquer sur pied de l'article 69 de la Constitution, qui fait de lui le garant de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Il va convoquer une réunion et donc c'est à lui de définir les termes des références, d'inviter ceux qui doivent prendre part à la réunion et ainsi nous allons commencer. Mais je crois qu'au mois de mai, nous pourrions commencer les concertations. Depuis que le président avait lancé le vœu de la déconcertation, il y a eu quand même des faits qui sont venus se greffer à sa volonté, qui font de ces concertations, que ce n'est plus simplement une simple réunion, ça devient un engagement international parce que l'accord cadre signé à Addis Abeba nous oblige presque à faire ces concertations sous le label des Nations Unies, presque. Est-ce que nous en avons la même perception? Non, je ne pense pas que l'accord cadre nous oblige à faire ces concertations sous le label, je dis fort. L'accord cadre a été librement signé par la partie congolaise. L'accord cadre d'Addis Abeba ne contrarie en rien, ne nerve pas du tout la Constitution de la République. L'accord cadre recommande au président de la République d'organiser des concertations. Cet accord cadre n'a fait que confirmer les objectifs déjà tracés par le gouvernement, notamment les concertations, la décentralisation, etc. Voilà, il n'y a pas du tout de contrariété. L'article 69 de la Constitution ne va pas du tout gêner le dispositif de cet accord. Monsieur le Président, parmi les points qui vont constituer l'ossature de ces concertations nationales, il y a entre autres la décentralisation, la question de la décentralisation. Et à l'Assemblée nationale, il y a eu ce projet de loi sur la programmation et l'installation des nouvelles provinces. Est-ce que vous pensez que ce sera possible que les deux soient faits au même moment? C'est-à-dire en même temps, on installe les nouvelles provinces et en même temps, on crée des nouvelles villes. Une toute petite sous-question à celle-là, est-ce qu'on aura suffisamment des moyens, d'où viendront ces moyens justement, pour créer ces nouvelles villes s'il faudrait faire le tout au même moment? Peut-être, avec l'autorisation du modérateur cette fois-là, j'aimerais enchaîner en disant, par rapport aux concertations nationales, est-ce que vous avez finalement retenu une forme quelconque
c'est-à-dire le nombre des participants, qui va présider, et ainsi de suite. Oui, merci. Concernant la décentralisation, je voudrais commencer par un chapeau. C'est que aujourd'hui, c'est une nécessité impérieuse pour sauvegarder nos 2 345 000 km², la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une option claire levée par le président de la République, par le gouvernement, par les institutions de la République. Nous devons y aller rapidement, mais bien évidemment pas de précipitation inconsidérée, ni lenteur excessive. Cependant, c'est un mécanisme pour contrer ceux qui pensent plutôt au séparatisme. Ceux qui pensent plutôt, pourquoi pas à la balkanisation de la République, en argumentant sur le fait que diriger 2 345 000 km², c'est pas évident en Afrique. Voilà. Donc c'est une nécessité. Deuxièmement, nous sommes déjà en plein dans ce processus. Concernant la loi de programmation, le Sénat l'a déjà adoptée. Nous l'avons programmé, cette loi de programmation, au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera fait les semaines qui suivent, en tout cas au début du mois de mai. Mais le débat est important. La création des villes, les chefs-lieux des nouvelles provinces. Le Sénat a levé des options. Nous allons en débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je sens déjà que le débat n'est pas si facile. Il est très lourd, ça sera très laborieux. Cependant, il faut qu'on arrive à trancher, notamment en ce qui concerne les chefs-lieux de ces nouvelles provinces. Alors, les villes à créer, les provinces même à créer, sont-elles viables? L'essentiel maintenant, c'est de mettre des mécanismes pour garantir la solidarité nationale, pour garantir un certain équilibre entre les différentes provinces. Et ces mécanismes, c'est notamment la mise en place de la caisse de péréquation. La caisse de péréquation, qui est prévue d'ailleurs par la Constitution de la République. Donc en conclusion, je dirais, il faut y aller, quelles que soient nos difficultés d'ordre logistique et financier, il faut y aller parce que c'est une nécessité pour améliorer même la gouvernance de la République. Bon, maintenant, les débats dans certaines provinces, etc., je crois que c'est plus des débats entre opérateurs politiques. C'est des débats entre opérateurs politiques. Et nous devons savoir trancher une fois pour toutes, parce que découpage dans le cadre d'une décentralisation ne signifie pas transfert de population. Chacun reste chez soi. Et chez soi, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le Congo. Le reste, c'est des techniques administratives pour améliorer la gouvernance. Alors, concernant les concertations nationales, bien évidemment, au niveau du président de la République, il doit être quasiment prêt parce que nous savons que les concertations devraient commencer au mois de mai. Le schéma, le format, etc. Bon, c'est au président de la République de l'annoncer parce qu'il s'agit, c'est sa réunion à lui, sur pied de l'article 69 de la Constitution. Quand je dis c'est la réunion du chef, ça ne signifie pas que ce n'est pas un forum important. Non, nous allons débattre des questions importantes pour la République. C'est clair. Et nous l'avons déjà dit, c'est toutes les composantes de la nation qui doivent prendre part à ces travaux. Et si j'utilise le terme réunion, c'est tout juste pour mieux expliciter le contour de l'article 69 de la Constitution. Vous voulez éviter que l'on parle de dialogue, de partage, à la fin de compte de responsabilité à partager pour plus tard des consensus, parler d'une simple réunion, mais en réalité, elle ne peut pas être simple. C'est quand même une question importante. Si c'est le chef de l'État lui-même qui en prend l'initiative, c'est une matière grave. C'est des concertations nationales. Une concertation est-elle une réunion? Si. N'est-elle pas une réunion? Si, elle est une réunion. Un dialogue, c'est une réunion. Une conférence nationale, c'est une réunion. Une conférence nationale souveraine, c'est aussi une réunion. Mais en l'espèce, c'est une réunion convoquée par le président de la République
sur base de l'article 69 de la Constitution. Alors, Osaka Bamba, sur une concertation. Oui, Monsieur le Président, vous avez eu des contacts avec plusieurs représentants de la classe politique. Vous devriez en fait nous donner aujourd'hui le contour ou, si vous voulez, le contenu, puisque vous dites c'est la réunion du chef. Mais le premier artisan, ça a été vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont en fait, la finalité et les grandes préoccupations des Congolais autour de ces concertations politiques? Oui, j'aimerais insister, le premier artisan, c'est le président de la République. Et la signification de ces concertations nationales, c'est quoi? Je vais reprendre. Sur base des prérogatives du président de la République, garant de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, l'arbitre du bon fonctionnement des institutions, il a décidé et il l'a annoncé solennellement à 2 reprises de convoquer les concertations nationales pour asseoir davantage une réelle cohésion nationale afin de faire face à une menace importante qui pèse sur la République, la menace de la balkanisation de la République, afin de faire face aux guerres d'agression récurrentes que nous connaissons à l'est de la République. Voilà la fin des concertations nationales. Maintenant, qui va faire face aux guerres d'agression? Qui va combattre la menace de balkanisation? Ce sont les institutions de la République. C'est l'État congolais. C'est pourquoi les concertations nationales, les débats seront, les matières seront transversales. Parce qu'au finish, nous devons nous mettre debout, nous, peuple congolais, pour faire face à ces menaces. Et c'est l'affaire de toutes les institutions. Et ça concerne notamment l'amélioration de la gouvernance de la République à travers la décentralisation que nous venions d'évoquer. C'est-à-dire qu'on aboutirait par exemple à la mise en place de nouvelles institutions dans lesquelles se retrouverait par exemple l'opposition. Bon, quand vous parlez des nouvelles institutions... Le gouvernement plus particulièrement. Il y a le président de la République qui a été élu au suffrage universel, donc il faut attendre le peuple pour que le peuple se décide autrement, parallélisme des formes. Il y a l'Assemblée nationale qui a été élue. Par rapport à cela, quelles sont vos plus grandes craintes quant à la perception par la classe politique, par le peuple des concertations? Je sens que vous êtes en présence d'un malentendu. Il y a un malentendu. Quelle est votre plus grande crainte? Que l'on perçoive mal ces concertations ou qu'on attende de ces concertations ce qu'elles ne donneront jamais? Oui, bon, une crainte, je ne sais pas. La vérité, l'évidence, c'est que le président de la République, dans le cadre de ses prérogatives, va organiser cette réunion, ces concertations nationales. Maintenant, la population, elle a élu le président de la République, elle va sanctionner au moment opportun. La classe politique, c'est là qu'il y en a qui veulent remettre sur table la conférence nationale souveraine ou le dialogue intercongolais. Mais tel que je vous ai présenté le schéma sur base de l'article 69, ça ne sera ni un dialogue intercongolais bis, ni une conférence nationale souveraine bis, parce que les contextes sont tout à fait différents. Cette fois-ci, nous avons organisé les élections en 2006. En 2011, nous sommes dans la perspective des prochaines élections. Et donc, la démocratie est déjà en train de se construire suffisamment. Ce n'est plus comme en 1991, ni en 2002, 2003. Pas du tout. Cependant, étant donné que la menace est grave et qu'il y a nécessité d'asseoir une cohésion nationale véritable, cette réunion appelée concertation nationale portera sur plusieurs matières qui régentant la République. Monsieur le Président, comme lors de la législature passée, aujourd'hui, la population dans sa majorité s'est dit escroquée ou à tous les moins flouée par les candidats députés nationaux qui ont oublié de réparer les ponts, de construire des routes, des écoles et des hôpitaux comme ils ont promis pendant la campagne électorale. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Quelle est l'approche pédagogique que vous proposez aujourd'hui pour rompre, pour mettre fin à ces gouffres de perception afin de sécuriser les députés dont la plupart aujourd'hui ont du mal, ont peur d'aller en vacances parlementaires? Bon, bon, d'abord, nous sommes une jeune démocratie. Je le répète toujours. Après 2, 3, 4 législatures, donc il nous faut encore plusieurs années,
15, 20, 30 ans, la population comprendra réellement ce qu'est un député. Et la population élira son député national, pas sur base des promesses matérielles, mais sur base du projet de société porté par ce député. Pas sur base de la tribu, c'est lui le délégué de notre tribu, mais sur base de son projet de société. C'est là déjà le problème. Et donc, il ne faut pas seulement voir le député, mais il faut aussi analyser le comportement de l'électeur. Parce que... Moi, je parle de l'approche pédagogique. Oui, c'est ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut voir aussi le comportement de l'électeur. Et puis aussi, nous avions 19 000 candidats pour 500 postes. Il est évident que les 500 qui ont été élus soient facilement critiqués parce qu'ils sont devenus hommes publics. Mais faites une étude du comportement des députés. Là où c'est négatif, je le dis, en plénière, à huis clos. Mais les députés congolais jouent un rôle d'autorégulation lorsqu'ils vont en vacances parlementaires. Autorégulation, pourquoi? Là où il y a quelques problèmes de route, ils embauchent des cantonniers et le problème est réglé, ne fût-ce que partiellement. Là où il n'y a pas de produits pharmaceutiques et qu'il y a eu quelques difficultés pour le transport, ils obtiennent les produits pharmaceutiques du gouvernement, ils les transportent jusque dans les fins fonds du village. Il y a un rôle d'autorégulation, un rôle positif joué par les députés, mais pas suffisamment présenté sur la place publique. La République démocratique du Congo mérite les députés qu'il a, autant qu'elle a plutôt, autant qu'elle mérite les sénateurs, le président de la République et tous les autres. À nous d'appuyer ces institutions, quitte à les sanctionner positivement ou négativement à échéance électorale. Vous avez parlé de la cohésion nationale face à la menace qui pèse sur l'avenir de la nation, l'avenir du pays. Dans quelle mesure le Parlement entend-il appuyer le gouvernement dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour rétablir la paix avec nos voisins de l'Est, parce que c'est souvent là le problème, et redorer l'image de la RDC à l'extérieur et atténuer la volcanicité de la diaspora congolaise, généralement très allergique aux représentants des institutions publiques actuelles. Il ne faut pas accuser les membres du Parlement d'avoir ces passerelles de communication pour dire qu'ils sont copains, coquins. Pas du tout. Des passerelles nécessaires, des passerelles républicaines. Et dès que nous nous imprégnons de la politique extérieure du gouvernement sur tel problème, nous agissons à travers les forums. Il y a plusieurs structures interparlementaires au niveau des pays des Grands Lacs, au niveau de la SADC, l'Union interparlementaire, au niveau de la francophonie, la PEF, etc. Nous le faisons, mais là, nous n'allons pas pour exercer une politique différente de celle du gouvernement. Là aussi, ça doit se comprendre par tous. Parce que partout dans les vieilles démocraties, le Parlement appuie la politique extérieure du gouvernement. Même sur le plan législatif. Même sur le plan législatif. Il appartient essentiellement au gouvernement de définir la politique criminelle du Congo. La politique de l'amélioration du climat des affaires au Congo. La politique de la lutte contre la corruption au Congo. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous mettons cela sous moule juridique, sous moule législatif. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Et dans cet exercice de mise sous moule législatif, bien évidemment, il y a la dialectique opposition et majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et généralement, bien évidemment, c'est la majorité qui l'emporte. Sauf sur les questions purement techniques. Quand c'est technique, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est politique, je le répète, le jeu démocratique, le jeu politique intervient, et généralement c'est en faveur d'une majorité. Dans tous les cieux, c'est pareil. Alors nous allons peut-être prendre une petite détente dans cette émission forte, en posant une question quand même qui va peut-être vous détendre. On parle beaucoup du style Minaku. Évidemment, au début de l'émission, vous avez dit que vous avez un peu changé par le fait de la responsabilité, mais certains de vos amis pensent que vous êtes devenu injoignable, que vous n'êtes plus disponible, que vous ne prenez même plus le téléphone.
Est-ce que vous êtes excessivement occupé pour ne même plus répondre au téléphone? Qu'est-ce qui arrive au président de l'Assemblée nationale, ancien ami de tel ou tel collègue qui ne vous reconnaît plus? Bon, je crois que moi-même, je suis en train de vivre l'expérience des hautes charges d'État. J'ai longtemps été expert et parfois je faisais aussi des critiques. Nous avons parlé pendant combien de temps jusque-là? C'est plus d'une heure. Bon, on va faire un petit exercice après. Nous allons prendre mon téléphone et vous verrez combien d'appels j'ai eu. Et vous comprendrez comment il faut parfois gérer autrement les choses. Parce que dans la vie et même au quotidien, du matin, lorsque les oiseaux chantent encore là, au soir, il faut savoir établir ses priorités, bien évidemment pour les chrétiens, après avoir prié son Dieu pour être soutenu, établir les priorités et répondre aux situations en tenant compte des priorités. Et lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, les priorités, c'est généralement des priorités collectives pour l'Assemblée nationale, des priorités d'État pour la nation congolaise, qui l'emportent sur les priorités individuelles. Parce que les mêmes reproches, je suis franc, mon épouse me fait aussi ses reproches, mes 3 enfants me font aussi ces reproches, mais lorsque je m'intériorise pour évaluer, parfois je me dis, je n'ai pas nécessairement tort. Mais, en ce qui concerne le téléphone, avant que je ne sois président de l'Assemblée nationale, j'avais un comportement vis-à-vis du téléphone et que je suis en train de changer progressivement, dans le sens positif. Voilà. C'était pour détendre. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous vous souvenez peut-être des interpellations du général Kikunda, à Umologia. À l'époque, on était tout jeunes, Bachi et tout ça, le général Molongia. C'était le sensationnel d'abord. Les gens venaient, verbe oratoire, parlaient, on parlait. C'était ça le contrôle parlementaire. En 2006, c'est la même tendance. Parler, mais au finish, après avoir parlé, après avoir injurié, il y avait quand même des votes. Hein, au finish, il y a eu 2 votes. Oui. Il y a eu 2 votes. Cette fois-ci, nous avons déjà eu un vote, non? Oui. Cette fois-ci, en une année. Il y a eu 2 votes en 5 ans. Mais en une année, on a déjà eu un vote en matière de contrôle parlementaire. Donc la tendance, cette tendance sensationnelle, il ne faut pas compter sur moi pour la mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle est contre nature, elle ne correspond pas à votre personnage. Elle est contre-productive. Elle contrarie l'essence même d'un contrôle parlementaire. Elle contrarie fondamentalement. Bien évidemment, lorsqu'il est question d'une motion, il y a une étape de débat. On organise le débat en toute responsabilité. Mais j'encourage les questions écrites. J'encourage les auditions des ministres au sein des commissions permanentes. Le véritable travail de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à l'occasion de plénière avec caméra. C'est au sein des commissions permanentes, où plus ou moins 70 députés se retrouvent en toute sérénité pour analyser les choses. Les ministres peuvent aller en commission, c'est prévu. Mais en commission, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. Mais en commission, c'est le véritable travail. Vous avez un dossier bien ficelé, vous députés. Vous entendez le ministre 2-3 jours, vous organisez un programme avec le ministre. Et à la fin, vous avez des résultats sûrs que vous venez présenter en plénière. C'est ce que j'ai privilégié. Parce qu'il y a eu une certaine déviance, à mon avis, depuis 2006, l'approche sensationnelle des choses. Alors, la population qui était habituée à ce genre de débat-là,
où on accordait parfois la parole à un seul député pendant 56 minutes pour sortir des mots assez forts. La population peut-être pensait, a cru à un certain moment, que c'est cela le contrôle parlementaire. Mais non, c'est pas ça le contrôle parlementaire. Un homme d'État, c'est celui qui, quand il est convaincu que l'intérêt de la République c'est à tel endroit, telle façon de procéder, doit essayer d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les critiques. Il peut peut-être payer, hein, au finish, mais l'essentiel, c'est de savoir que vous avez levé l'option la plus appropriée pour la République. Et je crois que c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Est-ce que ça vous désespère que cette perception que vous avez, cette vision-là ne soit pas encore comprise totalement? Ça vous désespère un peu? Non, pas du tout. D'abord, c'est pas ma nature désespérée, mais je lis que je suis en train de voir au sein même de l'opposition une certaine compréhension de cette façon de voir, de gérer les choses, de mettre en œuvre le contrôle parlementaire. Au sein de l'opposition, et davantage du côté de la majorité présidentielle. Et donc, cette approche pédagogique nous permettra d'évoluer positivement. Nous allons prendre les toutes dernières questions de cette émission. Nous prenons ceux qui ont des questions, Bolisson et puis Sonia Mugalou, et puis nous finirons par Oscar Kabamba. Honorable Aubin Minakou Njalandjoko, élu de Idiofa, il y a une année, vous avez été élu par vos pairs de l'Assemblée nationale comme les présidents, aussi bien par les députés de la majorité que par ceux de l'opposition. Nous étions dans la salle. Aujourd'hui, vous entamez votre deuxième année. Il n'y a pas de motion de censure contre vous, donc vous allez continuer à diriger, sauf si vous me dites le contraire. Quelles seront vos priorités législatives pour l'année qui commence, en termes de lois qui doivent faciliter le bon fonctionnement de la République? Quelles seront vos priorités par rapport au contrôle de l'exécutif pour que ces interpellations soient beaucoup plus efficaces, je souligne, qu'elles n'ont été jusque-là, parce que en tant que président de l'Assemblée nationale, ça ne doit pas vous mettre à l'aise de savoir que la RDC vient d'être suspendue de l'ITIE, après avoir vu son programme avec le Fonds monétaire international rompu. Et quelles seront les priorités, en un mot? Oui, d'abord c'est du côté contrôle parlementaire. Parce qu'au cours de cette première année, nous avons adopté 34 lois. Et donc on a beaucoup fait, on doit poursuivre ce travail, mais la priorité c'est du côté contrôle parlementaire. Le gouvernement devra d'abord comprendre que le contrôle parlementaire c'est une nécessité prescrite par la Constitution et les règlements intérieurs. Le Premier ministre et chaque ministre doivent intérioriser le fait que quand il y a une question orale, il faut se préparer et répondre par devoir d'État. Ça, c'est la priorité les semaines qui suivent. Parce qu'il y aura beaucoup de questions orales, il y aura beaucoup d'auditions des ministres au sein des commissions permanentes, et cela doit être compris clairement par le Premier ministre et les membres du gouvernement, pour que ça roule. Parce que je suis convaincu que si les députés exercent davantage un contrôle parlementaire responsable, les membres du gouvernement, les gestionnaires des entreprises publiques auront la peur du gendarme. Il faut que tout le monde ait la peur du gendarme parlementaire. C'est la priorité, déjà les semaines qui suivent. Mais cela en toute responsabilité. Et lorsqu'il s'agit d'un contrôle parlementaire qui doit aboutir à une sanction, il faudrait aussi que les députés comprennent que la sanction de l'Assemblée nationale est d'ordre politique. Il faut laisser les jeux politiques se jouer sans accuser les uns et les autres. Mais l'essentiel, c'est la peur du gendarme. Sur le plan législatif, les priorités, c'est d'abord finaliser le processus de réforme judiciaire, finaliser le processus de réforme de l'armée et des services de sécurité sur le plan normatif, ainsi que l'amélioration du climat des affaires. En gros, sur le plan législatif, ce sont les trois priorités. Le renforcement de l'autorité de l'État
qui comprend notamment les forces de sécurité et la décentralisation. Merci. Justement, Monsieur le Président, je voulais venir à cette question de la réforme de la justice, parce que c'est vrai que la loi a été adoptée, ça fait plus d'une année. On attendait quand même d'avoir la Cour constitutionnelle avant les élections de 2011, elle n'est pas arrivée, elle n'a pas été installée. Je voudrais quand même savoir à quel niveau on en est. Pourquoi elle n'est toujours pas mise en place. Et puis, ma deuxième petite question, c'est par rapport au porte-parole de l'opposition. On vous accuse quand même, vous, le bureau de l'Assemblée nationale, parmi ceux qu'on indexe. C'est bien facile d'accuser. Ceux qu'on indexe de bloquer cette histoire de porte-parole de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Bon, concernant la Cour constitutionnelle, nous en sommes à la dernière étape. Parce qu'il y a un petit problème sur un seul article qu'on va vider bientôt le bureau du Sénat, nous-mêmes, en contactant le président de la République. On en est à la dernière étape, donc je crois que nous aurons, les mois qui suivent, notre Cour constitutionnelle. Encore faudra-t-il qu'elle soit bien installée, que ce ne soit pas une Cour constitutionnelle sur papier. Bon, le porte-parole de l'opposition, bon, on nous accuse, mais la vérité, ma vérité est celle-ci. L'opposition elle-même doit suffisamment s'organiser pour que le président du Sénat et moi-même, nous puissions passer à l'étape finale de désignation du porte-parole. L'opposition doit s'organiser signifie quoi? Notamment adopter son règlement intérieur. Et quand on parle de l'opposition, on entend dire opposition parlementaire et opposition extra-parlementaire. Je me souviens encore, avant les dernières vacances parlementaires, l'opposition n'était pas prête pour qu'on organise la désignation du porte-parole. Lorsque tel candidat estime être prêt pour être élu, il pousse. Les autres décélèrent en contactant le bureau de l'Assemblée et le bureau du Sénat. Mais malheureusement, en tant qu'homme d'État, on ne peut pas tout dire. On entend, mais l'essentiel c'est de savoir respecter la règle. Nous la respectons le jour où l'opposition dans son ensemble sera prête. C'est sûr que je vais répondre à son invitation pour organiser l'élection du porte-parole ensemble avec mon collègue du Sénat. Monsieur le Président, comment voyez-vous l'avenir sécuritaire de la République démocratique du Congo face d'une part à la mise en place prochaine de la force d'interposition de l'ONU et d'autre part au dialogue de Kampala qui piétine? Bon, l'avenir de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire peut être cette fois-ci, contrairement à 1998, contrairement à 2002, à 2009, cette fois-ci, cet avenir, je disais, peut être perçu avec beaucoup d'optimisme, pourvu qu'il y ait de la responsabilité de notre côté. Beaucoup d'optimisme, pourquoi? L'accord cadre d'Addis Abeba, à mon avis, c'est une belle opportunité pour nous permettre de nous réorganiser. Une belle opportunité parce que non seulement cet accord nous rappelle nos engagements, notamment en matière de décentralisation, merci beaucoup à nos partenaires pour ce rappel, mais aussi cet accord impose une implication plus engagée au niveau tant régional que extra-régional, international, notamment à travers la brigade intégrée au sein de la MONUSCO, qui va apporter une capacité dissuasive non équivoque à la République démocratique du Congo face aux guerres d'agression récurrentes. La présence de cette brigade. Et donc, disposant d'une capacité dissuasive, il est clair que nous aurons plus de temps et plus de sérénité pour pouvoir organiser davantage notre armée, afin qu'elle parvienne à un niveau lui permettant de procéder, de protéger plutôt l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et voilà, donc il y a lieu d'être optimiste parce que l'accord cadre notamment d'Addis Abeba est une belle opportunité pour nous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous arrivons à la fin de cette interview, mais je voudrais quand même, je m'inquiète un peu, je me dis,
vous auriez attendu une année pour vous exprimer. Est-ce que vous vous méfiez de la presse ou bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que votre secrétariat doit couler sous les demandes d'interview. Vous ne vous êtes pas exprimé du tout. C'était une tactique, une stratégie ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne êtes pas suffisamment exprimé? Et pourtant, vous vous rendez bien compte que la matière et le besoin pédagogique est extrêmement élevé. Oui, pendant la campagne électorale, la dernière campagne électorale, je m'exprimais beaucoup. Je m'exprimais à des moments où il fallait s'exprimer, où il fallait réagir spontanément. Un président d'Assemblée nationale ne doit pas trop s'exprimer. Et je crois que, faites là aussi une approche comparative, vous vous rendrez compte que le président de l'Assemblée nationale, généralement, on ne connaît même pas leur nom. Mais c'est des pions politiques importants au sein de leur République. Donc, il ne faudrait pas que je puisse être un président de l'Assemblée nationale qui s'exprime souvent, mais je crois que peut-être il faudrait que je m'exprime davantage, c'est-à-dire peut-être une fois les 2 mois au courant de cet exercice. Ça nous encourage pour nous, sinon nous allons aller au chômage sans travail. Et puis vous savez, en toute chose, il est un temps pour agir discrètement et il est un autre temps pour s'exprimer publiquement. Et généralement, le silence est d'or, n'est-ce pas? Oui. Monsieur le Président, quel que soit ce qui va se passer dans l'avenir, dans votre fonction, nous vous souhaitons que ça soit un succès. Qu'est-ce que vous pensez que les gens doivent préserver, garder de vous? Quelle est la chose que vous pensez qu'elle doit être permanente? Que l'on parle de Beminaku, la chose que vous pensez qu'elle doit être préservée dans l'opinion publique, dans les chefs des partis politiques, dans les chefs de vos partenaires politiques, quelle est la valeur principale qui pourrait vous définir finalement? Et ce sera votre dernier mot. Bon, c'est la question la plus compliquée, hein? Mais la valeur, bon, je crois que c'est l'amour et la tolérance. Quelqu'un qui travaille pas pour être chanté, apprécié par les flatteurs entre guillemets, mais quelqu'un qui travaille par conviction sur base de certains principes. Et dès qu'il est convaincu que ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de la collectivité, quel que soit ce qu'on raconte, il évolue calmement et quelles que soient les conséquences. Voilà. Merci beaucoup. Merci de cette philosophie puissante et je crois qu'elle va être partagée par l'ensemble de ceux qui nous ont suivis. Je veux donc remercier aussi les collègues qui nous ont accompagnés dans cette interview importante, la première depuis cette législature. Je voudrais donc particulièrement remercier Madame Sonia Mugalou, qui m'en voudra pas de lui avoir acheté tant la parole. Je voudrais remercier aussi Bruno Mbolisson et Oscar Kabamba. Monsieur le Président, merci d'avoir été avec nous. Et aux téléspectateurs nombreux qui ont suivi cette émission, nous vous donnons rendez-vous. Nous pensons que prochainement, vous l'avez suivi vous-même, nous nous retrouverons régulièrement pour faire le point sur l'actualité parlementaire, parce que les parlements, c'est nous qui l'avons mis en place, nous le peuple s'entend. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.